Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce tout premier webinaire en français de l'année 2023 organisé par Digital Frontier Institute et qui aura pour thème le développement de l'économie numérique, quelles opportunités pour l'inclusion financière en Afrique. Alors, pour planter un peu le décor et situer la discussion dans un contexte, nous allons rappeler que la nouvelle vision de plusieurs pays africains est désormais de saisir les opportunités des technologies de l'information pour créer des économies numériques, mais qui se voudraient également très inclusives et plus formelles, malgré les défis liés aux infrastructures, à la connectivité et à la faible alphabétisation de leur population. Ainsi, on peut constater que plusieurs de ces pays ont créé un ministère dédié à l'économie numérique. C'est le cas, par exemple, du Bénin avec le ministère du numérique et de la digitalisation, de la Côte d'Ivoire et du Mali avec le ministère de la communication et de l'économie numérique, du Togo avec le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale, du Gabon avec son ministère de l'économie numérique, du Maroc avec le ministère délégué de la transformation numérique et de la réforme de l'administration, etc., etc. Des efforts ont été engagés pour favoriser la pénétration des opérateurs de téléphonie mobile et de l'Internet mobile, combler le déficit en infrastructure, fibre optique, data center, switch, infrastructure à clé publique, etc., digitaliser les registres d'état civil, les services publics, par exemple la délivrance d'actes administratifs, le paiement de factures d'électricité ou d'eau, le recouvrement de taxes, les télédéclarations, des informations fournies aux usagers via des plateformes publiques. Digitaliser les chaînes de valeur agricoles en ce qui concerne les paiements, l'information sur le marché ou le commerce électronique, ou enfin digitaliser le système de prévoyance sociale, ou encore adapter les cadres réglementaires pour donner un socle aux transactions électroniques. Alors, pour arriver à une croissance inclusive, ces pays ont défini leur vision de l'économie numérique qui sont opérationnalisés à travers plusieurs programmes et projets nationaux ou régionaux visant à promouvoir l'économie numérique et accélérer l'inclusion financière et sociale. Nous aurons la chance sur ce webinaire de découvrir une initiative régionale à l'échelle de l'UEMOA qui entend booster les efforts déjà engagés par certains de ses États membres sur le plan de l'économie numérique. Il s'agit du PRDEN, donc j'entends le Programme régional de développement de l'économie numérique dans l'UEMOA, adopté le 31 mars 2023 par le Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA. Ceci nous permettra de répondre à des questions très simples telles que va apporter le développement de l'économie numérique dans la vie quotidienne de l'agriculteur, du vendeur de poissons ou de l'entrepreneur, à quels besoins répondent les nouvelles plateformes fournissant les services publics, les transactions financières, les services de communication électronique. Quels sont les nouveaux usages numériques induits par l'usage de l'Internet, des smartphones, des réseaux sociaux, des plateformes de trading en crypto-monnaie? Quels sont les risques associés? Qu'est-ce qu'apporte l'administration intelligente? Est-ce que les cadres légaux, réglementaires et institutionnels sont à la mesure des évolutions technologiques? Donc, c'est donc pour explorer les enjeux et les opportunités de développement de l'économie numérique pour les pays d'Afrique que nous avons le plaisir de recevoir sur notre panel M. Abossey Akwepapo, qui est le directeur de l'économie numérique à la commission de l'UEMOA, j'entends l'Union économique et monétaire ouest-africaine. M. Akwepapo est basé au Burkina Faso. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur Maxime. Maxime Lokossi. Lokossi, monsieur Lokossi. Merci, merci. Alors, nous avons également sur ce panel M. Tibus Agwidinoukou, qui est professeur à la Brest Business School. Il est professeur d'économie numérique à la Brest Business School. M. Agwidinoukou, soyez le bienvenu sur ce webinaire. Merci. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour à M. Abossey Akwepapo et merci de nous avoir invités pour opiner sur cette question combien importante. Merci, merci à vous deux. Alors, je voudrais vous laisser, vous donner une trentaine de secondes, voire une minute, pour nous présenter la commission de l'UEMOA. On va commencer par la commission de l'UEMOA et ensuite Brest Business School. Donc, je voudrais laisser la parole à M. Akwepapo pour nous présenter la commission de l'UEMOA. Alors, vous avez la parole, M. Akwepapo. Merci beaucoup, M. Lokossi. La commission de l'UEMOA, c'est le regroupement de 8 pays
le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui se sont regroupés pour créer un ensemble communautaire et pour promouvoir le développement économique et social des populations de cette région. Alors, nous avons, chaque État membre désigne un commissaire et les 8 commissaires désignent un président de la commission. L'actuel président s'appelle Abdoulaye Diop et moi, en tant que directeur de l'économie numérique, je travaille dans le département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. Donc, voilà, grosso modo, on peut se dire que l'UEMOA rassemble déjà, la conférence des chefs d'État, le conseil des ministres, la banque centrale, la BCAO, la banque de développement, la BOAD, un parlement, et puis une cour des comptes et une cour de justice. Donc, voilà rassembler l'UEMOA qui est présenté. Merci, M. Akpekpako. Je crois que nous en savons un peu, nous en savons maintenant beaucoup plus sur ce que c'est que la commission de l'UEMOA. Je vais maintenant laisser la parole à M. Tibus Agwedinounkou, qui, je rappelle, est professeur d'économie numérique à la Brest Business School. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Brest Business School? OK, merci. Alors, Brest Business School, c'est une école de commerce et de management. En fait, au départ, ça a été créé en 1962 par la Chambre de commerce et d'industrie de Brest pour répondre à des besoins de formation qui soient en adéquation avec les entreprises de la région qui avaient besoin de former des cadres. Et donc, ça s'appelait au départ ESC, comme tout le monde sait, École supérieure de commerce de Brest, Bretagne-Brest, parce que c'est pour toute la région Bretagne. Et après, il y a un groupe d'éducation chinois qui est entré dans le capital. Et donc, il y a un changement de nom qui est devenu la Brest Business School pour pouvoir justement l'internationaliser un peu plus. Donc là, moi, j'y interviens en tant que professeur d'économie numérique. Je fais d'autres choses à l'intérieur. Je suis les étudiants sur des projets de la fabrique de l'innovation. C'est un projet qu'on a monté, un module qu'on a monté pour aider les étudiants ça sert d'accélérateur de start-up, développer des idées. Voilà. Donc, c'est une école que j'ai fréquentée, on va dire. J'y ai préparé un double diplôme en marketing, vente et en finance de marché avant de faire une thèse et de revenir pour pouvoir donner aux étudiants tout ce que j'ai appris. Voilà. Merci, M. Agwedinounkou. Je remercie tous les participants qui nous ont rejoints sur ce webinaire. J'en reconnais de la Banque Atlantique, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de Coris Bank, de beaucoup d'institutions. Je reconnais également la présence sur ce webinaire du directeur général adjoint du GIM-UEMOA, que je salue au passage. Alors, nous allons continuer avec ce webinaire. Je voudrais rappeler à l'attention de nos chers participants quelques consignes. Ce webinaire sera enregistré et publié sur le site de Digital Frontier Institute et sur YouTube. Alors, la discussion avec les panélistes, elle durera environ 45 minutes. Les participants pourront interagir avec nous sur le panel en posant leurs questions via le chat box. Et nous allons consacrer une vingtaine de minutes pour la séance de questions et réponses. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec les premières questions qui nous permettront de mieux comprendre ce que c'est que l'économie numérique. Nous allons également en profiter pour faire un petit état des lieux de l'économie numérique en Afrique. Donc, nous allons commencer avec le docteur Agwedinounkou avec la première question. Nous aimerions, M. Agwedinounkou, que vous puissiez nous parler un peu plus de ce que c'est que l'économie numérique et nous dire en quoi est-ce que le développement d'une économie numérique représenterait un enjeu, et particulièrement pour les pays africains. Monsieur Agwedinounkou, vous avez la parole, s'il vous plaît. OK. Alors, je vais commencer par une définition tout à fait minimaliste. Ça permettra à tout le monde
d'avoir une idée claire sur ce dont on parle. L'économie numérique, c'est de manière minimaliste, c'est l'économie, c'est l'ensemble des activités économiques créatrices de valeur, c'est important, créatrices de valeur et d'emploi, et qui sont liées au numérique. Alors, c'est ce qu'il faut garder de façon simple. Ensemble d'activités économiques créatrices de valeur et d'emploi, et qui sont liées au numérique. Alors, il importe de souligner qu'il y a dans ce vocable, qui semble être nouveau, mais qui n'est pas si nouveau que ça, parce que la signification à laquelle il renvoie n'est pas une nouvelle signification. C'est-à-dire qu'en effet, l'émergence et le développement des technologies de l'information et de la communication, donc des TIC, ainsi que leur émission dans tous les secteurs d'activité, sont le fruit d'un long processus et qui a revêtu plusieurs formes et qui a contribué progressivement à imprimer une nouvelle trajectoire à l'économie mondiale. Donc, c'est ça qui aboutit aujourd'hui à ce qu'il convient d'appeler l'économie numérique. Donc, on est bien d'accord que c'est l'économie mondiale, c'est l'économie aujourd'hui qu'on connaît sous le vocable d'économie numérique, parce que toutes les activités sont aujourd'hui touchées par le numérique. Vous ne pouvez plus rien faire sans avoir à utiliser un téléphone, Internet, un smartphone, un ordinateur. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'économie numérique peut on va dire, on peut appeler l'économie numérique l'économie mondiale tout court. Voilà. Donc, c'est dans ce sens que ça constitue un véritable enjeu pour les nations, parce qu'on a besoin de pouvoir être acteur. Sinon, on subit. Je ne sais pas si vous avez d'autres... si c'est assez clair, ou si M. Abosset veut appuyer, veut rajouter quelque chose. Je pense que c'est assez clair, mais on va laisser la parole à M. Abosset pour peut-être compléter cette définition. Alors, je pense que sa définition, il parle de minimalisme, mais elle est très générale. En fait, c'est dire, monsieur le professeur Sam dit que l'économie numérique, c'est l'économie mondiale basée sur les technologies de l'information et de la communication. Wow. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais quand même, je voudrais faire 3 précisions pour que bon, nos webinaires, nos collègues qui nous suivent sur le web puissent comprendre certaines choses. Tout part des technologies de l'information et de la communication. Et je vais dire que la racine des technologies de l'information et de la communication, c'est Internet. Et donc, du coup, parce qu'on a Internet, on peut faire beaucoup de choses. Et l'économie numérique, c'est 3 choses que moi, j'aimerais bien envie que les gens regardent. L'industrie des télécommunications. Quand on dit l'industrie des télécommunications, c'est là même où nous en sommes. Internet, le téléphone, l'ordinateur portable, les antennes, parce que les gens ne voient pas ça, les câbles sous-marins, tout ça, c'est l'industrie, parce que pour pouvoir nous parler, on passe par le câble sous-marin. Voilà ça, l'industrie des télécommunications. Première chose. Deuxième chose, c'est toutes les activités, et c'est là où je vais rejoindre docteur, toutes les activités qui sont impactées, transformées par les TIC. Je vais vous donner un exemple très simple. À l'école, quand on était à l'université, on nous enseignait que le marché, c'est un lieu physique où se rencontrent vendeurs et acheteurs. C'est une définition totalement fausse de nos jours, puisque de nos jours, il y a des plateformes et les gens ne même le savent pas. Sur le marché, sur le maillot de Barça, vous voyez écrit Rakuten. Rakuten est une plateforme japonaise de commerce électronique, une plateforme mondiale. La dernière fois, j'ai acheté un écran chez eBay qu'on a livré au Togo. Je suis au Burkina Faso. Donc, voilà un peu l'activité. Le deuxième exemple que je veux donner à nos chers webinaires, membres du webinaire, c'est le tourisme. Il y a 30 ans, quand vous allez voyager, vous faites attention à votre passeport et votre billet. Si vous n'avez pas votre billet, vous ne voyagez pas. Ça, c'est clair. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de billets. Le billet, comme l'a dit le professeur, se trouve dans notre téléphone portable. Notre carte d'embarquement se trouve dans notre téléphone portable. Donc, voilà un peu. Et puis, la troisième chose, c'est les activités nouvelles qui sont créées parce qu'il y a les TIC. Un exemple banal,
c'est les voitures connectées. Mais la voiture roule. Elle roule parce qu'on lui a mis des capteurs et sur les routes aussi, on a des capteurs. Et ces capteurs-là se parlent et se disent, tu es bien dans ta ligne. Et ces capteurs-là te disent, attention, il y a quelqu'un devant toi, freine, et la voiture freine. Donc, voilà ça. Mais en plus, ce que je veux dire, il va y avoir une révolution qui va venir avec les objets connectés. Votre imprimé, votre réfrigérateur est connecté. On va dire, mais je vais faire quoi avec? Non. Dans le réfrigérateur, vous êtes au marché, vous regardez dans le réfrigérateur, vous voyez les aliments que vous avez, leur date de péremption, le grammage, ainsi de suite. Donc, cela veut dire que celui qui fabrique le réfrigérateur va adapter son réfrigérateur de telle manière à ce que son réfrigérateur soit connecté. Donc, voilà un peu ce que je peux ajouter à ce que le professeur a dit. Merci beaucoup. Merci, M. Akpepapo. Je crois que là, maintenant, nous en savons un peu plus sur ce que c'est que l'économie numérique. Donc, je vais retourner vers le docteur Abidine pour avoir votre appréciation sur l'état actuel de l'économie numérique en Afrique, puisque c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Quelle est votre appréciation de l'état de l'économie numérique sur le continent africain et quels sont les défis pour une meilleure inclusion financière et sociale de nos populations? Alors, justement, avant d'aborder l'état de l'économie numérique en Afrique, je tiens à rappeler que quand on parle d'économie numérique, il y a 4 grands acteurs qui sont touchés. Il y a les entreprises professionnelles, c'est-à-dire que, comme l'a dit M. Abosset, les entreprises professionnelles, les télécoms, les producteurs d'équipements, hardware, software, par exemple Google, Microsoft. Il y a l'économie d'éthique même, c'est-à-dire que vente en ligne, comme on en a parlé tout à l'heure, services Internet, fournisseurs d'accès, business des médias sociaux. Il y a les particuliers qui vont donc utiliser, les ménages qui vont utiliser l'éthique dans leur activité quotidienne. Et il y a les usages qui viennent de tous les acteurs d'activité qu'on a, santé, banque, assurance, éducation, commerce. Donc, ces 4 grands, on va dire, points doivent être réunis pour avoir une économie numérique dans un lieu donné, dans un pays donné, dans une région donnée. Chez nous, on va dire en Afrique, il se fait qu'on a des consommateurs. On a l'avantage d'avoir une population très jeune, donc férue de nouvelles technologies, des gens qui sont nés dans la nouvelle technologie. Je donne un exemple tout simple. Ma fille de 9 ans explique, par exemple, à son grand-père comment envoyer un message vocal sur WhatsApp. Vous imaginez? Donc, moi, à 9 ans, je ne comprenais pas encore ce que ça veut dire utiliser ou envoyer un message vocal. Donc, c'est des gens qui sont... On a une population qui est née dans le monde d'éthique. On a des usages, c'est-à-dire les banques qui ont besoin de se connecter. Vous irez parfois à la banque, on vous dit la connexion ne passe pas, vous devez attendre. Donc les usages sont là. L'économie même d'éthique est là, parce qu'on a aujourd'hui, il y a Gozem, par exemple, qui a une plateforme de transport. Donc, l'économie est là. La seule chose qui nous fait défaut aujourd'hui en Afrique et qui fait que nous subissons plus ou moins l'économie au lieu d'être acteurs, c'est tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est production d'équipements, tout ce qui est connexion Internet, accès à l'Internet à un prix, on va dire, avantageux. Donc, c'est ce qui nous fait défaut et c'est ce qui fait qu'en Afrique, on est encore aujourd'hui à un balbutiement. On est partie prenante de l'économie numérique, mais on subit un peu plus que d'être acteur. C'est ce que je peux dire de façon générale. Merci, Dr. Abidine Nkou. En fait, je poserai maintenant la même question à M. Akpepapo, puisque la question vous était posée par rapport au continent africain, mais maintenant, nous allons descendre dans la zone UEMOA,
Voilà, on va rester maintenant dans la région UEMOA. Monsieur Akpekpakpo, vous qui êtes directeur de l'économie numérique de la commission de l'UEMOA, quelle est aujourd'hui la lecture que vous faites du développement de l'économie numérique dans la zone UEMOA? D'accord. OK, je pense que le professeur est resté un peu dans les grandes, je ne dirais pas théories, mais ce qui constitue l'économie numérique. Mais je vais vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Quand même, il faut qu'on le dise. Au niveau du continent africain, j'ai envie de dire qu'il y a le champion. Le champion, c'est le Kenya. Le Kenya, pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont créé la monnaie mobile. Que l'on ne nous passe pas. On nous a dit qu'on ne sommes pas suffisamment rentrés dans l'histoire. Nous sommes rentrés dans l'histoire avec c'est Safaricom, un opérateur kenyan qui a développé la monnaie mobile et là-bas on l'appelle Pesa. Donc on l'a un peu, qui s'est répandu un peu et qui règle énormément de problèmes. Ça, je veux citer d'abord le Kenya, le champion. Je veux citer l'Afrique du Sud parce que l'activité économique est très développée. Mais je veux citer également le Nigeria, tout simplement parce que la population, par sa population, et donc, et par la qualité, il y a beaucoup d'universités au Nigeria. À l'époque, dans chaque État membre, il y avait une université. Dans les années 80, il y avait plus de 20 universités au Nigeria. Donc, cela veut dire qu'il y a un foisonnement là-bas. Ça, c'est très clair. Maintenant, quand nous revenons dans la zone UEMOA, ben, je vais vous dire quelque chose. J'ai envie de dire le champion de l'UEMOA. Je vais parler de le Bénin, que les gens ne prennent pas je citerai quand même la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais si je prends le Bénin, c'est-à-dire par rapport à sa population, par rapport à son produit intérieur brut, ou bien, disons, par rapport au budget de l'État, et quand je compare ça par rapport à celui du Nigeria, et donc celui de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, je dis que ben, le Bénin a fait une percée. Le Bénin a fait une percée. Bon, on peut encore citer le Togo. Maintenant, il reste à ce que ce n'est pas que nous allons nous contenter de petits succès, non. Il faudrait qu'au niveau de l'économie numérique, que nous soyons en mesure de discuter avec les meilleurs au monde. Et donc, ce n'est pas impossible pour nous. Ce sont des avancées que nous devons faire. Nous devons aller vite et faire le nécessaire. Et tout en allant vite, ça veut dire que les gens ne pourraient pas nous suivre. Et que ceux qui ne pourraient pas nous suivre parce que nous allons vite, nous devons trouver les moyens de les accompagner. Donc, voilà un peu ce que je vais dire. Peut-être qu'avec la discussion, on posera beaucoup plus de questions et j'aurai à répondre. Merci beaucoup. Merci, M. Abossé Akpekpakpo. Je vais revenir tout à l'heure vers vous. Déjà, je remercie les premiers participants qui ont commencé par poser leurs questions. Je remercie Neyer Nemi. Je poserai sa question tout à l'heure au panel et j'invite les autres participants à poser leurs questions au fur et à mesure de la discussion. Je salue encore tous les participants. J'ai reconnu la présence de la directrice générale de Move Bénin que je salue au passage. Donc, M. Akpekpakpo, je reviens vers vous. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez nous parler un peu plus du PDREN, donc du PRDEN, c'est-à-dire le Programme régional de développement de l'économie numérique de l'UEMOA. Et comment ce programme entend contribuer à plus d'inclusion financière. En fait, ce que nous aimerions savoir assez précisément, c'est qu'est-ce qui va changer dans le quotidien de l'agriculteur ou de l'artisan analphabète, par exemple du Burkina Faso où vous êtes. Qu'est-ce qui va changer dans la vie de l'entrepreneur ivoirien fraîchement sorti de l'université? Qu'est-ce qui va changer dans la vie de la commerçante d'un marché au niveau du Togo? Qu'est-ce que le PRDEN va transformer dans leur vie? Merci. Merci beaucoup, M. Lokossi. Très rapidement, le PRDN a été élaboré à partir de 3 grandes études qui ont été faites. La première concerne le cadre législatif et réglementaire. Le cadre au niveau régional, le cadre législatif et réglementaire actuel date de 2006. Étant dans un secteur qui croît très vite, on pense que c'est obsolète. Première étude. Deuxième étude, c'est l'infrastructure régionale. Au niveau des frontières, au niveau des connexions, ainsi de suite. Deuxième étude. Troisième étude, c'est les usages numériques et les politiques d'utilisation de masse du numérique. Sur la base de ces études, on a développé le PRDN
qui comporte 4 axes. Le premier, c'est la gouvernance du secteur et de l'économie numérique. Le deuxième, l'amélioration de l'accès des populations numériques. La troisième, c'est l'accroissement de l'offre de services numériques. Le quatrième, c'est le développement de l'innovation et la recherche. Et puis, bon, chaque axe constitue une composante, et puis il y a une composante, une cinquième composante qui est la gestion du programme. Très rapidement, je vais prendre les 4 axes pour voir ce que nous allons faire. La gouvernance du secteur. Nous allons mettre en place une réglementation, un nouveau cadre législatif et réglementaire. C'est quelque chose comme l'épine dorsale. Bon, je vais encore utiliser le terme, mais c'est voilà. Mais en plus, plus tard, nous prendrons des tests réglementaires sur un certain nombre de sujets. Par exemple, l'intelligence artificielle. Comment on développe l'intelligence artificielle? Ça, c'est que nous puissions développer, nous puissions produire de l'intelligence artificielle. Comment développer l'usage de l'intelligence artificielle? Et maintenant, les garde-fous que nous devons prendre pour l'intelligence artificielle. Pourquoi garde-fou? Je vous donne un exemple très simple. L'actualité aujourd'hui voudrait que, par exemple, il y ait des drones. Les drones, on leur dit, repérer dans des endroits où les gens sont en moto et sont nombreux. Mais ils repèrent. S'ils repèrent, on dit que bon, il y a de la broussaille là-bas. On lui donne les indications. Et puis, si tu repères, tu tires. Mais si, par exemple, ils repèrent ces choses et que ce ne sont pas les gens que nous recherchons et qu'ils tirent, comme un dégât. Mais par contre, si on dit au drone, si tu as repéré, ne tire pas. Demande l'autorisation de tirer. Et donne l'autorisation à des hommes qui analysent, qui connaissent bien le contexte, qui analysent, qui disent non. Ça, ce sont des gens qui sont sortis d'un mariage. Vous voyez, voilà un peu. Deuxième chose, nous allons faire dans ce cadre-là, qui nous tient, nous allons faire un guide pour un comportement responsable sur les réseaux sociaux. Je vous dis très simplement que beaucoup de gens, par ignorance ou bien de manière perverse, pensent que c'est un endroit de non-droit, c'est un lieu de non-droit. Et donc, on peut insulter les gens, on peut envoyer des images violentes, on peut propager de fausses nouvelles, de fausses informations. Donc, nous allons élaborer un guide pour ça. Un deuxième truc que nous voulons faire, c'est accroître la confiance des utilisateurs dans l'utilisation des instruments financiers numériques. Au jour d'aujourd'hui, on a deux choses, grosso modo les cartes bancaires et puis la monnaie mobile. Mais sur ces deux plans-là, vous savez, il y a beaucoup de gens qui tentent d'escroquer les gens et beaucoup de gens n'ont pas confiance en ces choses-là. Maintenant, je viens aller au deuxième axe, améliorer l'accès des populations au numérique. L'accès des populations se fait sur 3 plans. Premier plan qui est important, c'est l'infrastructure. Si l'infrastructure n'existe pas, vous ne pouvez pas utiliser le numérique. Deuxième plan, l'aspect économique. Si ça coûte très cher, vous ne pouvez pas. Et l'information de la région ces 3 derniers jours, ou bien les 2 dernières semaines font que des difficultés en Côte d'Ivoire parce que c'est trop cher, des difficultés au Burkina Faso parce que c'est trop cher, au Mali, des difficultés parce que c'est trop cher, il faut boycotter. Donc, ça aussi, c'est important. Enfin, vous l'avez évoqué dans le premier truc, cette capacité des citoyens à utiliser le numérique. Enfin, le développement de l'innovation et de la recherche. Très clairement, le secteur est porté par l'innovation. Pour donner un exemple, le téléphone, il ne servait qu'à parler dans les années 96. Dans les années 98, on commence à utiliser le SMS. Dans les années 2000, on utilisait le MMS et on l'a connecté à Internet. Et puis là, il est devenu un appareil photo grande résolution et une caméra haute définition. Et donc, voilà. Il faut pouvoir développer la recherche chez nous et l'innovation chez nous. Il ne faudrait pas que ce qui s'est passé dans l'agriculture, particulièrement le café, le cacao, se repasse dans le numérique. Que les gens viennent collecter les informations chez nous, les donner chez nous, vont le transformer, vont nous le revendre. De la même manière qu'ils viennent acheter le café, le cacao chez nous, pour venir nous vendre des capsules
de café ou bien des barres de chocolat. Donc, voilà un peu là. Très clairement, ce qui va se dire, vous m'avez posé cette question. Alors, vous dites que le quotidien de l'agriculteur ou de l'artisan analphabète du Burkina Faso. Là, je prends l'artisan analphabète. L'artisan analphabète va faire voir ses objets, ses créations sur le net, recevra une commande de Hong Kong et qu'il va honorer en utilisant la monnaie mobile. Donc, voilà un peu pour le quotidien. Pour l'agriculteur, il n'aura plus besoin de faire 10 km pour aller au champ, pour aller arroser. Il aura un système qu'il pourra utiliser. Il pourra utiliser son téléphone mobile pour déclencher l'arrosage dans son champ. Pour la commerçante du marché du Togo, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et on a un début. Il va payer sa comptine chaque jour par la monnaie mobile. Chaque jour, il paye sa comptine 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, ou bien 200 francs ou 500 francs, il paiera sa comptine. Voilà un peu. Alors, très clairement, ce que nous voulons faire, indépendamment de ça, nous avons les problèmes que nous avons adressés dans les axes, on a des solutions. Aujourd'hui, nous voulons créer 80 cases numériques dans chaque État membre. La case numérique, c'est une salle de 15 mètres carrés. Il est avec toute l'infrastructure TIC, appareil photo numérique, scanner, imprimante, une connexion Internet, soit par faisceau haïtien, soit par satellite, et puis des panneaux solaires. Et comme je le dis, le village peut s'entendre avec nous. On augmente les capacités énergétiques par le solaire et on peut leur fournir une pompe solaire. Voilà. Troisième chose que nous voulons faire, nous voulons faire digitaliser 120 services numériques dans chaque État membre. Et donc, quand nous aurons dirigé 120 services, on peut payer son impôt, on peut s'inscrire en ligne. Le jeune Ivoirien, il s'inscrit en ligne au registre du commerce et il développe son activité. Il peut avoir un site web pour montrer son activité. Donc, voilà un peu ramasser ce qui concerne le PRDN. Donc, je vous remercie et puis je suis tout à fait disposé à répondre aux questions. Merci, M. Akupapo. En fait, j'ai noté dans votre intervention, je vais partir d'un exemple pour résumer cette intervention. Vous avez, par exemple, dit que l'agriculteur, ce qu'il pourra faire, c'est vendre ses objets à quelqu'un, je crois, si je me rappelle bien du pays, c'est le Japon. Vous avez évoqué à travers les différentes interventions du Programme régional de développement de l'économie numérique, un certain nombre de défis à relever, que ce soit l'infrastructure, que ce soit l'abordabilité de la connexion Internet, le développement en fait de l'innovation numérique. Et donc, par rapport à ces éléments, j'aimerais rebondir du côté de M. Agudinkou pour voir avec lui, alors, quels sont aujourd'hui les défis sur lesquels vous estimerez, Dr. Agudinkou, que nos États n'insistent pas assez ou n'insistent pas du tout? Quels sont en fait ces défis sur lesquels il y a des axes de progression importants? Et peut-être je vais rajouter un point à ma question parce que peut-être on ne l'a peut-être pas évoqué, la question de la souveraineté numérique, puisque aujourd'hui, toute cette économie numérique va générer une masse de données. Il y aura la question peut-être de souveraineté sur laquelle nous allons revenir, mais j'aimerais peut-être avoir votre réaction sur ces défis sur lesquels vous estimerez que nos États n'insistent pas du tout ou pas assez. Alors, je vous remercie pour cette question. Je crois qu'elle était déjà contenue plus ou moins dans la question on n'avait pas abordé, mais ça tombe bien. Pour répondre à cette question, on va l'attaquer sous deux angles principaux. La première est d'identifier d'abord les défis, hein, après de savoir comment on favorise l'exclusion financière et sociale. Alors, pour l'identification des défis, voilà, des études ont relevé, hein, ça ne vient pas totalement de moi, mais des études ont relevé qu'il y a 5 défis majeurs en ce qui concerne l'Afrique en général, les pays en voie de développement et plus précisément la zone UEMOA. Il y a d'abord un manque d'éducation financière. Ça, c'est le premier des défis qu'il faut relever. Le manque d'éducation financière, ça empêche les populations, hein, d'utiliser les produits et services financiers, tout simplement.
Parce que, vous imaginez, il y a le mobile money existe, comme l'a dit M. Bosset, le mobile money existe, M-Pesa existe effectivement, mais derrière M-Pesa, ce que je n'ai pas dit, c'est que derrière, le Kenya a dû opter pour une vraie éducation de ces populations pauvres, de ces populations qui ne connaissaient pas la monnaie mobile. On a vu le cas, par exemple, au Bénin, une dame qui utilisait le mobile money. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Il faut des codes, des étoiles 880 dièse, il faut des numéros. Alors, comment la pauvre dame commerçante qui ne connaît pas tout ce qui est étoile peut accéder, en tout cas peut utiliser, on va dire, de façon sereine le mobile money. Donc, derrière, il faut de l'éducation. Okay? La deuxième chose, et c'est ce que le Bénin a réussi, en tout cas, ou est en train de réussir à faire, c'est des documents d'identité valides. C'est très essentiel pour l'accès aux services financiers. Parce que les banques ont un souci aujourd'hui pour financer l'activité économique, c'est qu'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas, on ne peut pas identifier les gens, on ne peut pas, il n'y a pas d'historique sur les gens. Et donc, derrière, on a du mal à octroyer des crédits, à reconnaître les gens. Donc, lorsqu'on aura des documents d'identité valides, on va pouvoir plus ou moins solutionner ce problème. La troisième chose, c'est d'avoir des plateformes sécurisées. M. Bossé l'a dit, les gens pensent que l'Internet, le web, qui est une application d'Internet, soit dit en passant, que le web est une zone de non-droit. Donc, derrière, il faut des plateformes sécurisées, fiables, la blockchain participe à ça, afin de protéger les données privées des consommateurs et des clients. Voilà. Donc, il faut protéger les consommateurs et il faut une réglementation, on va dire, flexible et claire. Le quatrième point, c'est surtout toucher, sensibiliser les femmes, les populations rurales et les jeunes. Parce que ce sont ces personnes qui sont les plus touchées par ce qu'on va appeler l'exclusion financière. Donc, pour remédier et pour réussir son inclusion, ce sont les populations, les tranches de population qu'il faudra toucher. Et puis, le cinquième défi, c'est surtout ouvrir, c'est-à-dire aider les gens à ouvrir des comptes courants parce que c'est la première étape pour accéder aux services financiers. On a beau parler de mobile money, par exemple, vous savez qu'il y a un projet au niveau de la CEDEAO sur une plateforme d'interopérabilité parce que on a Move Money, MTN, Mobile Money, et alors aujourd'hui au Bénin, on a Celtis, on a Orange Money, alors en Côte d'Ivoire, mais les clients qui sont chez chacun de ces opérateurs-là ne peuvent pas s'envoyer de l'argent de façon pratique. Et donc, à un moment donné, se pose la question de faire une plateforme d'interopérabilité pour que, qu'on soit chez Move, chez MTN ou chez Orange ou Celtis, qu'on puisse, de façon totalement transparente, s'envoyer de l'argent et faire des échanges. D'accord? Donc, ça, c'est des questions qu'il faut relever et qu'il faut solutionner pour permettre aux gens d'avoir un compte. Parce que, quel que soit ce qu'on dit, lorsqu'on n'a pas un compte bancaire, ça va être quand même difficile d'être totalement dans l'activité économique. Parce que c'est ce qui permet aux États, aux collectivités, de pouvoir collecter la TVA, les impôts et tout ce qui suit. Donc, pour favoriser l'inclusion, l'accent principal est à mettre donc, sur l'alphabétisation financière avec des informations de base sur l'argent et les avantages du relation avec un établissement bancaire. Il faudrait qu'on montre aux gens, aux populations, qu'ils ont intérêt à ouvrir un compte, qu'ils ont intérêt à mettre l'argent, à traiter avec des institutions fiables.
Et leur enlever cette peur de dire, avec aujourd'hui le phénomène des Gaiman au Bénin, où les gens ont même peur aujourd'hui d'utiliser le mobile money parce qu'ils ont peur qu'on découvre leur compte. Il y a une dame qui, dans une de mes recherches, il y a une dame qui disait au Nord, par exemple, qu'elle ne comprenait pas comment utiliser mobile money, donc elle était chaque fois obligée de passer son téléphone à l'opérateur ou au vendeur mobile money pour l'aider au fait à faire les transactions. Donc, vous imaginez cette dame, si elle a par exemple des millions ou des centaines de mille sur son compte, si elle tombe sur quelqu'un qui n'est pas de bonne moralité, vous imaginez comment son argent peut totalement disparaître du jour au lendemain. Voilà. Donc, c'est des questions qu'il faudra relever pour permettre vraiment l'inclusion financière. Et puis, il y a un autre point, c'est l'accès. En fait, il y a un triptyque qui est accès, utilisation et qualité. Parce qu'il y a une chose qu'on peut... On peut dire qu'il y a des percées, on peut dire qu'on est en train d'avancer dans l'école numérique, qu'on est en train de mettre en place on est en train de mettre en place les équipements, mais toujours est-il qu'il faut que ça soit accessible, il faut qu'on puisse l'utiliser, parce que parfois les connexions ne marchent pas, et il faut que ça soit de qualité. Donc, je crois que ce sont ces points-là, si on arrive à trouver des solutions à ces points, on va vraiment participer à l'inclusion financière et sociale. Voilà. Après, j'allais dire, pour revenir sur les piliers de l'économie dans les États africains, il y a quelque chose que M. Abosset disait, c'est l'innovation. L'innovation. L'innovation, je pense que c'est pour ça que je disais que nous ne sommes pas si tant acteurs de ça. Alors, au Bénin, ça a commencé. Vous savez, il y a CMCity, c'est un accélérateur de start-up. Il doit en avoir ailleurs. Mais on doit promouvoir l'innovation. On doit amener les jeunes à prendre, on va dire, des risques. Et ce n'est pas que l'État, parce que pensons souvent que c'est l'État qui doit organiser. Non. Par exemple, en Bretagne, il y a quelque chose qu'on appelle le village ICA, c'est le Crédit Agricole, c'est une banque qui le fait, et qui met en place en fait, un accélérateur où cette banque accueille des idées, des start-upers et les met en relation avec des business angels pour pouvoir les financer. Donc, c'est des initiatives que doivent prendre aussi bien l'État que les entreprises privées. Merci, Dr Agbedi Nuku. Je crois quand même, à travers votre développement, on a bien compris qu'il y aura quand même pas mal de défis, non seulement liés à l'éducation financière. Vous avez également évoqué le défi de la connectivité. Vous avez également évoqué le défi des infrastructures. Ça, je crois que nous sommes longuement revenus là-dessus. J'ai même vu qu'il y a quelques participants poser des questions sur la question sur les infrastructures. Donc, je crois quand même que globalement, depuis le début de ce webinaire, nous insistons tous sur le fait qu'il va falloir relever sérieux défis par rapport aux infrastructures. Nous sommes dans une zone économique dans l'UEMOA dans laquelle les pays ne sont pas nécessairement au même niveau d'avancement, mais toujours est-il qu'il y a quand même des programmes tels que le PRDEN, donc le Programme régional de développement de l'économie numérique, qui devrait permettre de pouvoir booster un peu la transformation digitale, le développement de l'économie numérique de ces pays de l'UEMOA. Mais j'aimerais revenir sur un point qui nous tient vraiment à cœur sur ce panel, c'est la question de la souveraineté numérique, puisque vous l'avez longuement évoqué, tous ces échanges, que ce soit sur les plateformes digitales des sociétés privées ou les plateformes digitales
les nouvelles plateformes de fourniture du service public ou même les échanges, les communications électroniques, il y a quand même une masse critique de données qui est échangée. Et voilà, comment en fait on garantit la sécurité de ces données, le stockage de ces données. Ça fait appel à une question de souveraineté numérique sur laquelle j'aimerais interroger M. Abosset. Alors, selon vous, quelle est la place de la souveraineté numérique dans les politiques publiques de l'UEMOA? D'accord. Merci beaucoup, M. Lokossi. On me pose souvent cette question, hein, mais je vais vous dire que c'est un des grands défis aussi. Je vous donne un exemple. Angela Merkel a été très écoutée par l'oncle Sam. Donc, tout le monde écoute tout le monde. La dernière fois, on trouvait un navire bizarre, un navire, on dit, d'exploration maritime, mais qui avait des comportements bizarres dans les eaux des pays nordiques. Donc, cela voudrait dire tout simplement que c'est une question très, très difficile. Et si vous vous souvenez, ceux qui sont un peu relativement âgés, quand on allait écouter le président Bill Clinton dans l'affaire de, j'ai oublié le nom de la dame, on a été obligé de... Hein? Levinsky. Affaire Levinsky. Voilà. On a été obligé de mettre des équipements pour protéger les liaisons entre la Maison-Blanche et le tribunal. Donc, c'est pour vous dire que se pose un problème. Mais cependant, commençons petit à petit. Le petit à petit commence quoi? Nous allons prendre un test qui dit que toutes données des populations de l'Union seront stockées dans l'Union. Et nous avons les moyens au jour d'aujourd'hui de stocker les données dans la région. On a des data centers dans au moins 3 ou 4 pays, voire 5 pays sur les 8. Donc, on peut stocker. Ça, c'est déjà un. Mais ce que je vous dis, l'infrastructure par laquelle on échange ne nous appartient pas. Nous sommes peut-être, oui, mais le câble sous-marin ne nous appartient pas. Bien sûr. Et donc, cet aspect-là, nous pose quelques petits problèmes. Maintenant, je vous donne un exemple. Excusez-moi le thème. Je suis choqué qu'un secrétaire général d'un ministère, qu'un conseiller technique d'un ministre utilise l'adresse Yahoo. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on va travailler, au moins sur ces aspects-là. On va voir la souveraineté. Mais ne nous leurrons pas en ce sens que le câble sous-marin ne nous appartient pas. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Même si le câble sous-marin nous appartient, on s'interconnecte avec quelqu'un. Et là-bas, on peut toujours pirater. Donc, la souveraineté, c'est quelque chose d'important. Et pour nous, mais il faut savoir que dans la mesure où vous êtes interconnectés, et dans notre domaine, plus vous êtes interconnectés, plus votre réseau est résilient, alors on ne peut pas se dire qu'on est souverain à 100%. Donc, voilà un peu ce que je vais vous dire sur ce plan. Donc, allez-y. J'avais une question, j'avais quelque chose à rajouter à M. Abosset. Allez-y. Au niveau de la souveraineté, je crois que le problème, c'est, alors, est-ce que les États ne doivent pas déjà investir par eux-mêmes à leur propre sécurisation des données avant de penser à l'étape, on va dire, régionale? Je donne un exemple. J'étais allé en Chine et j'ai voulu me connecter à Google. C'était impossible. C'était impossible. C'est-à-dire que, quel que soit le téléphone ou le device que vous amenez en Chine, et vous voulez accéder à moteur Google, vous ne pourrez pas. Parce que la Chine a pris sur elle de mettre en place une réglementation et de mettre en place des systèmes qui font que on ne peut pas accéder à certains sites, quel que soit ce qu'on fait sur son territoire. Lorsque vous quittez la Chine, vous avez accès à tout. Lorsque vous allez à Hong Kong, vous avez accès. Mais en Chine, ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, c'est un exemple que je donne, c'est-à-dire, ce sont nos États déjà, on va dire, chacun doivent penser à des programmes de sécurisation des données.
de leur donner des données de leur population. Parce que ce qu'on vous dit, on va venir récolter les données parce que quand on va sur Google, c'est quoi le modèle économique de ces plateformes, Google, Facebook? C'est de vendre des données. C'est de vendre des données. Je dis ça souvent aux étudiants, lorsque c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc aujourd'hui, on est tous des produits, qu'on le veuille ou non. parce que on voit, vous voulez aller sur des sites avec la RGPD, la Réglementation générale de protection des données qui a été instituée, on vous dit il faut donner son accord, cookies, oui. Bah, il y a des sites sur lesquels vous allez, quand vous ne donnez pas votre accord, vous ne pouvez pas accéder. Hein? Donc il y a toujours un biais quelque part pour vous empêcher ou pour vous amener à vendre, c'est-à-dire à vendre vos données, que vous le vouliez ou non, parce que vous avez besoin de l'information. À un moment donné, il va falloir accepter les cookies pour pouvoir accéder à l'information. Donc, ce sont des procédures sur lesquelles nos États doivent réfléchir pour sécuriser les données de leur population. Ça doit passer par là, je crois, d'abord, avant de penser régional. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'Union européenne, elle édite des règles, mais il n'en demeure pas moins que la France, l'Espagne, l'Italie ont des réglementations qui sont propres à elles et qui leur permettent de sécuriser plus ou moins la dernière fois, il y a le ministère de l'Éducation en France qui était en train de réfléchir à ce qu'on n'utilise plus la suite bureautique Microsoft dans les écoles, parce que c'est aussi un moyen de collecter des informations. Tout ce qu'on fait aujourd'hui et qui touche à un device ne fait que collecter des informations. Voilà. OK. Je pense, dernière chose, oui. Ce que vous dites là est très bien vrai et il faut travailler au niveau national et au niveau régional, on harmonise. Voilà. Nous avons ce que nous appelons le principe de la subsidiarité. Ce que les États font, on ne fait plus, on harmonise. Oui. Alors, ce que je vais dire ici par rapport à cela, nous avons commencé à émettre un certain nombre, pas de règles encore, mais à faire de la sensibilisation, la protection des systèmes d'information des États. Oui. Donc, nous avons organisé un séminaire où nous avons invité les DSI des ministères, l'armée, la gendarmerie, la police, pour les sensibiliser à cela. Normalement, en principe, dans chaque État membre d'aujourd'hui, il y a ça. Mais il faut beaucoup plus de rigueur. Il faut beaucoup plus de rigueur. Comment ça? Madame Clinton, non? Oui, Clinton. Elle a perdu les élections aux États-Unis parce qu'elle a utilisé un mail privé. Donc, pourquoi un secrétaire général va encore utiliser une adresse Yahoo? Il est interdit d'utiliser une adresse Yahoo. Un ministre en fonction, il lui est interdit d'utiliser une adresse Yahoo. Point. Il ne l'a pas respecté. Excusez-moi, il prend la porte. Les gens vont me dire que je suis excessif, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Écoutez bien, vous voulez faire un projet et vous avez à l'idée de faire avec X, mais le Y ou bien l'oncle ça qui écoute et vous utilisez un Yahoo, il a tout pris. Il connaît le projet de bout en bout. Le lendemain, il se pointe chez vous et dit, je vous offre ça, avec tel prix. Vous imaginez, donc, ce que vous dites est extrêmement important. Donc, dans une première étape, les données des populations sont stockées chez nous. Deuxième chose, les États se protègent. On protège l'information gouvernementale. Et l'information gouvernementale étant protégée, voilà. Et même quand on veut l'envoyer, il faut savoir comment l'envoyer, à quel site il faut l'envoyer. Mais je vous le dis toujours, l'oncle Sam et ses alliés sont très puissants puisque les câbles sous-marins leur appartiennent. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Mais ce que vous dites est extrêmement important. On a déjà commencé à mettre en place au Bénin, au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire, des structures de protection des systèmes d'information. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Akpepapo, j'aimerais quand même rester sur la question de la souveraineté numérique, parce que je crois quand même qu'il y a plusieurs dimensions. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la question du stockage sur lequel vous avez dit
tient que nous, désormais, il faudrait que nos données soient stockées chez nous. Mais la question de la souveraineté numérique, elle touche également à la question de la souveraineté monétaire, puisque dans nos espaces, et ce n'est pas que l'UMOA, dans nos espaces aujourd'hui, vous avez la circulation de monnaie privée, virtuelle. D'accord? Vous avez le Bitcoin, vous avez l'Ethereum. Alors, quelle est votre position par rapport à cela? C'est vrai que voilà, vous n'êtes pas la BCAO, mais quand même, la BCAO fait partie des entités du système de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Quelle est votre position par rapport à tous ces débordements qui, disons, à toutes ces interventions de sociétés technologiques, de géants de l'Internet dans notre espace? Et également, vous avez aujourd'hui beaucoup de cas, c'est vrai, vous l'avez évoqué dans vos différents développements, vous avez aujourd'hui beaucoup de cas de cyberarnaque. Alors, comment nous protégeons notre cyberespace si nous en avons déjà un? On va déjà commencer par là. Comment nous protégeons les usagers puisque nous développons une économie numérique? Comment, de façon pratique, nous protégeons le cyberespace de l'UMOA? Très bien, merci beaucoup. Vous l'avez si bien dit, je ne suis pas spécialiste monétaire. Donc, je ne peux pas tout à fait donner un avis d'expert. Et cet aspect-là est géré par la BCAO. Mais de mon entendement, dans un pays de la sous-région, selon les informations, ils ont payé, on a perdu des dizaines de milliards par le Bitcoin. Ou c'est de l'arnaque, on leur a demandé de créer, ils ont mis leur argent, ainsi de suite. Je pense que sur cet aspect-là, de la même manière qu'on va lutter contre les gens qui veulent faire l'arnaque sur la carte bleue, qui veulent faire de l'arnaque sur la monnaie mobile, de toute façon, on va se protéger contre ces gens-là. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais je dis qu'aujourd'hui, comme on le dit, la technologie est telle qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire de la Bitcoin, j'estime qu'il serait un peu difficile de le contrôler. Parce que si, par exemple, on se dit on va le contrôler par l'accès, il peut vous contourner et se connecter par satellite. Et s'il te connecte par satellite, il peut faire ce qu'il veut. Il peut traverser une frontière et aller dans le voisin et faire ce qu'il veut. Mais je pense qu'il faut déjà mettre des règles. Ça, je suis tout à fait d'accord pour mettre des règles. Parce que les dizaines de milliards qui ont été perdus dans un pays, ces dizaines de milliards peuvent servir à investir dans l'agriculture, ainsi de suite, à développer le secteur de l'économie numérique, à investir dans des services, dans des plateformes de commerce, ainsi de suite. Je pense que pour moi, il faut réglementer. Mais je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas dire comment il faut réglementer. Mais la BCAO doit pouvoir le faire. Bon, maintenant, une façon de le faire, c'est aussi vous-même de le créer. Comme ça, vous pouvez contrôler ce qui se fait. Je pense que le Nigeria a déjà lancé une monnaie virtuelle liée au Naira. Je pense que la BCAO réfléchirait beaucoup sur ce sujet-là, à créer la monnaie virtuelle elle-même, et donc pour éviter que les gens, par un besoin non assouvi, aillent vers des gens où on ne connaît pas la certitude. Mais aussi, il est extrêmement important de faire de la formation sur ce plan-là, pour dire quels sont les risques, ainsi de suite, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qui peut vous arriver. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cet aspect-là. Merci beaucoup. Merci, M. Akpepapo. Je vais encore rester avec vous. Je vous aime beaucoup. Hein. Alors, en fait, tout à l'heure, dans le développement de du docteur Agbedenuko, il a évoqué une question la question de l'innovation. Et vous l'avez même évoqué dans les différents axes d'intervention du programme régional de développement de l'économie numérique. Là, j'aimerais parler du développement, en fait, de l'innovation, de l'entrepreneuriat numérique. Alors, il y a un problème quand même qu'on observe dans la zone UMOA, et vous l'avez un peu évoqué, c'est la diversité des cadres réglementaires. Et je vais prendre deux exemples pour ce qui concerne le numérique. C'est la protection des données. Les cadres ne sont pas harmonisés. Ce n'est pas la même réalité au Bénin qu'au Niger et en Côte d'Ivoire. Vous avez également les lois sur l'identification des personnes. Nous sommes dans un espace UMOA dans lequel nous fonctionnons encore avec plusieurs identifiants uniques, même si on a procédé
les données ont été collectées par des procédés biométriques. Nous ne sommes pas encore arrivés à nous accorder sur un identifiant unique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une sorte de standard CDAO qui est tout doucement en train de se dégager, mais le fait est qu'aujourd'hui, chacun fonctionne un peu avec son identifiant unique. Et ça peut poser des problèmes à des startups numériques, voilà, qui opèrent dans la zone UEMOA, une startup par exemple au Bénin, qui veut aller s'implanter également au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Sénégal. Il faut tout le temps, en fait, reprendre les formalités administratives. La question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, est-ce qu'à travers le programme régional de développement de l'économie numérique, est-ce que vous allez pousser à une harmonisation, en fait, de ces cadres réglementaires par rapport à tout ce qui concerne l'identification des personnes ou encore la protection des données ou même la définition ou même l'organisation de la sécurité numérique? Merci. D'accord. Merci beaucoup pour cette question à 3 volets. Donc, l'harmonisation d'un certain nombre. Alors, je vais vous dire les principes de base. C'est le nouveau cadre législatif et réglementaire qui sera harmonisé. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, pour ce qui concerne les données à caractère personnel, je pense qu'il y a la Convention de Malabo au niveau africain qui donne les principes de base. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas harmonisé. Ce n'est pas parce que, par exemple, dans tel pays, vous êtes sanctionné à 2 ans de prison, 5 millions d'amendes, et que dans l'autre, bon, vous n'êtes pas sanctionné, ils ne l'ont pas encore mis, que ce n'est pas harmonisé. Les règles, les principes de base sont posés par la Convention de Malabo et qui a été ratifiée par tous les pays, par un certain nombre de pays. Je crois que le nombre requis est déjà atteint et que la Convention de Malabo est normalement en vigueur. Première chose. Deuxième chose, les autorités de protection de données à caractère personnel de la région vont se réunir en association ou ce que vous voulez, et on va signer une convention avec eux et on va travailler avec eux pour harmoniser au niveau de la sous-région. Mais je dis que l'harmonisation ne veut pas dire uniformisation. Je vous donne un exemple. Le Bénin peut se dire, avec l'approche d'un géant à côté, avec frontière, moi je vais dire, au lieu de, on dit, c'est au moins 2 ans. Moi, je ne vais pas mettre 2 ans, je vais mettre 5 ans. Parce qu'ils visent ces gens-là. C'est pour tenir compte de ces réalités. Ça, c'est ce qui concerne les données, la protection des données à caractère personnel. Le deuxième point, je l'ai un peu oublié. Le deuxième point, c'est l'identification des personnes. Et le troisième, c'est la sécurité numérique. D'accord. Et vous avez tellement bien compris ma question par rapport, vous avez tellement bien compris ma question par rapport à la protection des données, parce qu'effectivement, il y a cette question des sanctions. Pourquoi la sanction serait de 2 ans au Bénin, elle serait de 5 ans, elle serait de 5 ans, pardon, elle serait de 5 ans en Côte d'Ivoire. Donc, vous m'apprenez quelque chose, l'harmonisation ne veut pas dire l'uniformisation. Tout à fait. Là aujourd'hui. Voilà. En fait, ce qu'on dit, l'harmonisation, c'est quoi? Vous avez un minimum. Le minimum doit être présent partout. Mais quelqu'un peut dire, compte tenu de mes réalités, je peux aller au-delà de ce minimum qui est fixé. Ça, c'est bon. Deuxième chose, l'identification numérique. Alors, je vais vous donner l'exemple du Togo. Depuis 20 ans, je dis bien depuis 20 ans parce que je suis à ma 4e carte d'identité de ce genre, c'est le même numéro. Vous comprenez? La carte d'identité, c'est toujours le même numéro. Je pense que, je ne sais pas le cas des autres pays, à partir de du numéro de la carte d'identité, on peut faire un identifiant numérique et sur lequel on va greffer d'autres informations. Par exemple, les informations de santé, les informations bancaires, les informations, voilà. Mais malheureusement, cela ne s'est pas fait. On a dépensé beaucoup d'argent, on a mis une procédure à Burkina qui n'a pas abouti, au Togo qui n'a pas abouti. Je pense que ce n'est pas essentiel. Quand on était en terminant, on dit, comment dire, il y avait quelque chose, on disait suffisant. Quelque chose. En fait, si vous n'avez pas l'identifiant numérique unique, ça ne nous empêche pas de développer des services. Comment vous appelez ça? La France ne l'a pas. Or, le Canada l'a.
Et au Canada, par exemple, il y a des informations bancaires. Si vous donnez votre identifiant bancaire, tous les incidents bancaires que vous avez est en ligne. Mais attention aussi, n'importe qui ne peut pas avoir accès à ces informations-là. Ce n'est que les banquiers qui peuvent avoir accès à ces informations de banque. Ce sont les médecins qui peuvent avoir des informations liées à ta santé ou la police. Donc, voilà un peu. Je pense que nous devons trouver un bon moyen pour avoir l'identification numérique. Et comme on le dit, l'identification numérique, c'est une facilité. Je donne mon identifiant numérique et c'est fini. Tout ce que je demande, on le sait. Donc, c'est une facilité. C'est bien si on l'a. Mais si on ne l'a pas, ça ne nous empêche pas de développer des services, ainsi de suite. Vous comprenez? Et maintenant, pour la sécurité numérique, je pense qu'il y a du travail à faire. Définir ce que c'est que la sécurité numérique, ainsi de suite. Je vais vous donner un exemple très simple. Le Bénin, l'acte de naissance est sécurisé par un QR code, ce qui est très bien et très apprécié. Le passeport est sécurisé par un QR code. Et je pense qu'à partir de ce QR code-là, on peut avoir l'identifiant numérique. Je pense qu'il y a du travail à faire sur ce plan-là et en fonction des expériences d'un ou deux États, on harmonise au niveau régional. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et merci, M. Akpépako. Je vais maintenant me tourner. Nous sommes en train tout doucement d'évoluer vers la fin de la discussion et nous allons juste après recevoir les questions des participants. Donc, je vais me tourner vers le docteur Abidi Noukou. Et là, nous allons beaucoup plus évoquer l'adaptation du droit commercial, bon, ce qu'on a maintenant appelé le droit du commerce électronique. Donc, l'adaptation du droit commercial aux nouveaux usages numériques en Afrique. Donc, docteur Abidi Noukou, ce que nous aimons savoir, c'est comment est-ce que le droit commercial évolue avec l'introduction des nouvelles technologies telles que, par exemple, l'intelligence artificielle que nous avons évoquée, qui a longuement été évoquée par M. Akpépako. Donc, comment est-ce que ce droit évolue avec l'introduction des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, le cloud computing, la blockchain, puisque aujourd'hui, les usages dématérialisés vont impliquer des achats, des ventes à distance, des signatures de contrats à distance, des services qui sont fournis par des robots intelligents, des relations de sous-traitants d'un fournisseur de services numériques qui est totalement inconnu d'un usager. Comment est-ce que le droit va être influencé par ces nouvelles, le droit commercial, pardon, va être influencé par ces nouvelles technologies? Merci. Alors, je vous remercie pour cette question. Le droit commercial, on va dire que la transformation numérique, dans son ensemble, n'a pas échappé au droit, parce qu'effectivement, on est, M. Abossé le disait, on nous apprenait dans les cours de marketing que le marché, c'était le lieu physique où se rencontraient l'offre et la demande. Aujourd'hui, on est dans un monde virtuel. Et donc, il faudrait adapter, effectivement, le droit aux évolutions d'Internet. Et donc, c'est surtout le code de la consommation, les accords par rapport au contrat qu'on doit passer, parce qu'avant, c'était bien physique, il fallait parfois un notaire ou un avocat pour nous aider à avoir des contrats. Aujourd'hui, il faut savoir que avec le régime des smart contrats, de plus en plus présent dans les transactions en ligne, on a des contrats électroniques qui se forment toutefois par la rencontre de l'offre et de son activation. Donc, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'on fait une formalisation de ce consentement qui évolue dans l'environnement numérique. Donc, le consentement en ligne du consommateur, par exemple, est exprimé par un double clic. Quand vous voulez faire une transaction, on vous demande de double-cliquer pour valider la commande, puis confirmer après lecture des conditions contractuelles. On demande aussi, par exemple, il y a par exemple le consentement sur la blockchain qui suit un autre mode, c'est-à-dire que c'est tout un autre pan. Alors, par rapport à la blockchain, par exemple, ça a été développé récemment, puisque la blockchain permet de stocker, et d'assurer la transmission sans intermédiaire d'informations transparentes.
Donc, on va dire que c'est on va dire un ensemble qui est, ou un processus qui est très sécurisé et plus, on va dire, pratiquement infalsifiable. Hein. La blockchain a cette particularité d'être pratiquement infalsifiable. Donc, elle donne cette sécurité. Et donc, par rapport à la technique contractuelle conventionnelle, la technique de la blockchain se voit enrichie, hein, de plusieurs avantages. C'est-à-dire que plus aucun frais de transaction. Voilà. Donc, il y a certains professionnels, hein, qui ne seront pas d'accord parce qu'il n'y a plus de frais, il n'y a plus de... Hein, donc, plus de frais de transaction. Les contrats, la faculté de s'exécuter, hein, de façon automatisée. L'IA, hein, oblige. Et puis, de façon automatisée, sécurisée et de façon publique et fiable. Donc, tous ceux qui ont accès, hein, justement à cette blockchain voient ce qui s'y passe. Alors, et ceci sans même qu'il soit possible de contester ou d'altérer, hein, les informations. Parce que les informations étant totalement numériques, vous ne pouvez pas derrière faire des falsifications, hein, de contrats ou d'accords, ce qui pouvait arriver dans les contrats physiques. D'accord? Donc, la blockchain permet d'accorder sa confiance contractuelle à son co-contractant tout en étant indépendant de tout système juridique, sans intermédiaire, et puis en limitant, hein, beaucoup tout ce qui est contentieux. Donc, moi, je crois que c'est l'évolution, hein, qu'on a aujourd'hui, hein, par rapport au droit commercial, et que le digital est en train de redéfinir, on va dire, la relation entre les commerciaux, les marketeurs, les équipes de vente. On parle aujourd'hui de user experience, vous savez, on parle d'innovation, on parle d'économie du numérique, mais les entreprises du numérique, par exemple, ont changé totalement la donne. Hein. Ils ont une autre façon de fonctionner où l'expérience client est mise en avant totalement. Et donc, on n'attend plus aujourd'hui de fabriquer un produit fini. On fait, on va dire, un MVP, minimum viable product, et derrière ce MVP, on va apporter des innovations, des itérations pour pouvoir les corriger. Ce qui n'était pas possible avant. Quand vous voulez, dans le droit commercial, quand vous voulez faire une proposition, vous deviez le faire de façon à ce que le produit soit totalement fini. Et aujourd'hui, les consommateurs sont totalement d'accord d'accéder à un produit qui n'est pas fini et derrière, d'apporter ou d'améliorer le produit par leur retour d'expérience. Donc, ce sont des aspects du droit commercial qui sont en train d'être améliorés, on va dire, pour nous, améliorés par le digital. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le docteur Agbedi Moukou. Donc, je vais poser la question suivante à monsieur Abossé Akpekpako. En quoi est-ce que le numérique modifie ou modifiera les relations commerciales dans l'UEMOA et comment le droit commercial doit-il s'adapter dans cet espace? Alors, moi, je le dis très simplement, la monnaie mobile est une révolution pour nous. La monnaie mobile est une révolution pour nous. Pourquoi? Avant, pour acheter dans un pays voisin, on a grossièrement deux problèmes ou trois problèmes. Comment savoir que le produit existe? Comment payer? Comment le transporter? Comment se faire livrer? Aujourd'hui, la monnaie mobile règle un problème. Vous savez, excusez-moi, des études disaient que l'Afrique ne peut jamais faire du commerce électronique. Donc, au Nigeria, Jumia faisait du commerce électronique en disant paiement à la livraison. Donc, quand on vous livre, vous payez. Si vous n'êtes pas satisfait du service, vous ne payez, vous ne payez pas. Maintenant, aujourd'hui, avec la monnaie mobile, vraiment, on règle un certain nombre de problèmes. Le problème de la monnaie, avec l'Internet, on sait ce qui se passe. Vous pouvez aller sur le site, ainsi de suite. Et maintenant, je constate que même il y a des sites qui sont institutionnels. Je donne l'exemple de la Poste, par exemple, la Poste du Niger. La Poste du Niger a un site kaomini.ne. Alors,
Kaomini.ne n'est pas un producteur, mais il est un site marchand. Il a des revendeurs. Et donc, il s'assure, avant de le mettre de le mettre dans son site, que tu es sérieux et que les produits sont des produits de qualité. Et donc, vous pouvez commander en ligne. Voilà. La monnaie mobile vient régler le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est la livraison. Je pense que dans la sous-région, nous devons travailler à la livraison. C'est-à-dire faire de telle manière que les coûts de la livraison, je veux dire en termes de livraison inter-État, baissent et qu'une livraison soit beaucoup plus rapide. Si nous arrivons à régler les problèmes de livraison, de distribution, nous aurons réglé le problème du commerce. Et cela veut dire tout simplement que je peux acheter mon bazin au Mali ou bien au Sénégal, le teindre au Mali et le faire coudre ailleurs. Et cela, je n'ai plus de problème de livraison, je peux payer et mes différents interlocuteurs sont sur des sites qui sont agréés et qui me garantissent une certaine qualité du produit que je commande. Donc, voilà grosso modo ce que je veux dire. Cela va fondamentalement dans chaque État membre changer. Hein? Au jour d'aujourd'hui, au Togo, au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, partout, il y a un système de transport que vous commandez en ligne. Au Togo, au Gozem et au Bénin, Jumia, je ne sais pas, Jumia en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Yango. Donc, ça, c'est réglé. Donc, cela veut dire, pour vous livrer, aujourd'hui, les sociétés de livraison au niveau national, ça existe. Maintenant, faire de telle manière que le commerce intra-régional se développe, c'est ça qui est un défi et c'est ça où se posent les problèmes logistiques. Si on arrive à régler, je pense que vraiment, on va aller commercer entre nous. Si nous arrivons à commercer beaucoup entre nous, l'argent reste dans notre région, la richesse créée reste dans notre région et nous pourrons nous développer. Donc, voilà un peu à peu près ce que je peux répondre à votre question. Et comme je l'ai dit, dans le cas du PRDN, j'espère que j'aurai les financements hein, pour ceux qui nous écoutent. Là, le PRDN, c'est 121 milliards. Donc, c'est 121 milliards. Et donc, dans le PRDN, on a prévu un volet commerce électronique où on va voir dans quelle mesure on organise les chambres de commerce, les chambres de métier, voir dans quelle mesure on peut les organiser, créer des sites par métier. Et donc, des sites où, comme vous le dites, les problèmes qui vont se poser de livraison, de qualité du produit seront réglés parce que avant que vous ne soyez sur ce site-là, que vous n'ayez une visibilité sur ce site-là, vous avez respecté un certain nombre de critères de qualité. Je vous remercie. Merci, M. Yakupakou. Si j'ai bien compris, vous avez dit que vous êtes à la recherche de financement. Je crois que le programme de PRDEN, il vient d'être approuvé par le Conseil des ministres des Finances et de l'économie de l'UEMOA. Et je crois que vous ambitionnez organiser une table ronde des bailleurs afin de pouvoir lever le financement que vous recherchez à hauteur de 121 milliards. Nous vous souhaitons bonne chance pour pouvoir arriver en fait à lever ces financements et pouvoir booster l'économie numérique dans la zone UEMOA. Vraiment, alors, merci beaucoup, M. Lokossi. Vraiment, merci beaucoup. Merci, merci. Donc, nous sommes en train de tirer vers la fin de ce webinaire. Je crois que le docteur Abidinkou souhaiterait intervenir. Je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais rebondir un peu sur ce que le mot de l'intervention de M. Yakupakou. Alors, je crois que c'est plutôt, à mon entendement, c'est plutôt la plateformisation qui va nous aider à répondre vraiment aux défis hein, du commerce électronique. Parce que alors, la monnaie électronique, la monnaie mobile en soi, j'ai parlé de problèmes d'interopérabilité. Tant que ce problème-là ne sera pas résolu, il y aura toujours des limites hein, par rapport à l'utilisation de la monnaie mobile. Hein. Parce que je suis au Bénin, j'ai peut-être MTN, ça va être difficile pour moi d'envoyer de l'argent à quelqu'un qui est chez
à Move Togo ou à Timoni. Voilà. Alors qu'on utilise tous de la monnaie mobile. Hein, on est tous sur de la monnaie mobile. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est d'abord résoudre. Alors, ça c'est pas nécessairement, ça relève pas nécessairement de l'UEMOA, mais ça relève de la CEDEAO. La CEDEAO faisant partie de l'UEMOA, je compte quand même mettre un point là-dessus. C'est l'interopérabilité qui est un problème déjà à résoudre. Et il faut... alors, quand on parle de révolution numérique, il y a quelque chose... il y a 4 piliers hein, qu'on appelle les 4D, dont on n'a pas évoqué. Je voulais revenir là-dessus rapidement. C'est la digitalisation, c'est la démonétisation, on est sur la monnaie mobile, c'est la dématérialisation, donc tout ce qui est facture numérique, hein, et c'est la disruption. Donc la disruption, c'est qu'on casse le modèle existant, c'est qu'on donne, on va dire, on donne libre cours à l'innovation, à l'initiative hein, des entrepreneurs. Donc, je crois qu'il faudrait encourager les États, les institutions régionales, sous-régionales, les entreprises doivent encourager, hein, on va dire, les modèles disruptifs, doivent encourager les nôtres à aimer le risque. Parce que nous avons un problème, il faut en être conscient. On va dire, dans la zone francophone, nous avons un problème, c'est que nous avons une aversion au risque. Nous avons un vrai problème au risque. Si vous regardez bien tout ce qu'il y a comme innovation en Afrique, ça vient pour la plupart du temps des pays anglophones. Je vais parler de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Nigeria, du Ghana. Voilà. Mais ça vient rarement des pays francophones parce qu'on on se protège tellement du risque ou de l'échec qu'on a peur d'innover et de prendre des initiatives. Donc, c'est une question sur laquelle on doit pouvoir intervenir et mettre ça même, au fait, même dans les programmes éducatifs et commencer à enseigner les enfants hein, sur ces aspects-là dès le bas âge. Et pour faire marcher le commerce électronique, parce que c'est aujourd'hui ce qui marche, M. Abossé disait, alors, l'UEMOA réfléchit à créer des plateformes par secteur d'activité pour pouvoir contrôler plus ou moins hein, la fiabilité, la qualité des produits. Mais moi, j'ai envie de dire, Amazon, Rakuten, Alibaba, je ne se pas poser des questions. Ils proposent tout. D'accord? Ils sont sur des plateformes qui mettent en relation que vous voulez acheter un livre, que vous voulez acheter un vélo, un écran, un frigidaire, c'est Discount par exemple. Quoi que vous voulez acheter un téléphone, vous allez, des objets d'art, vous allez sur ces plateformes-là de commerce électronique et vous achetez. Ce qu'ils ont réussi à faire dans les pays occidentaux, c'est l'adressage. Ça rejoint le problème que posait M. Akwe. C'est comment on fait pour qu'on puisse livrer les gens de façon efficace. C'est l'adressage. Dans nos pays, on a un problème d'adressage des rues. Vous voyez, si je vais indiquer, tout à l'heure, on discutait et M. Lokossi voulait nous indiquer une maison. Ah, elle disait en face de la rue du président Yahi Boni, vous continuez tout droit, vous allez vers les rails. Voilà. Donc, c'est pas précis. Vous voyez? Et tant que ce ne sera pas précis, ça va générer des coûts pour la livraison. Parce que le livreur doit être obligé d'avoir un téléphone sur lui pour appeler, pour savoir c'est où, je suis à tel niveau, c'est tel vent, non, ce n'est pas là, vous allez voir tel immeuble au bord de l'avant, non, ceci. Voilà. Donc, tout ça là génère des coûts. Et donc, c'est aux collectivités locales de jouer leur rôle, d'adresser les rues. Adresser les rues temps, numéro temps, ainsi de suite. Et ça permettra très facilement de faire marcher le commerce électronique. Je crois que c'est déjà le BABA. Et même au niveau même de l'identification. Parce qu'on parle d'identification des populations, ça permet aussi d'identifier.
dans les pays occidentaux, quand on vous donne une contravention, on n'a même pas besoin hein, de vous la donner, hein, on va dire de façon physique. Vous êtes chez vous et ça arrive, parce qu'on connaît votre adresse. D'accord? Et dans nos pays, ce n'est pas possible. Parce qu'on doit vous arrêter, vous immobiliser et vous demander d'aller régler et de venir. Time is money. Voilà. Les autres ont compris. Et il faut qu'on soit dans cette démarche-là pour pouvoir faire marcher le commerce électronique. C'est ce qui fait que les gens disent qu'on ne peut pas faire le commerce électronique parce qu'il y a des b.a.-ba qu'on n'a pas encore mis en place et derrière, ça va être difficile de nous faire livrer le basin du Mali qui va être cousu au Burkina et livré à Cotonou ou à Lomé. Ça va être difficile. Voilà. Donc, c'est sur ces quelques points que j'aimerais apporter à l'intervention de M. Akwe-Papo. Merci. Merci, Dr. Agbedenkou. Merci, M. Akwe-Papo. Je crois que nous allons tout doucement vers la fin de ce webinaire. Donc, pour des questions de temps, je vais peut-être commencer par prendre les questions de nos participants. Je vais d'abord commencer par une contribution de M. Afissou Ali. Donc, il réagit par rapport à un propos de M. Akwe-Papo qui disait que le câble marin ne nous appartient pas. Alors, lui, ce qu'il pense, c'est que si la sous-région de l'Afrique entière décide d'être autonome sur ce plan, elle peut y arriver et elle peut y arriver si cela est planifié. C'est une question de décision et de volonté politique. Tout à fait. Tout à fait. Je pense un peu comme lui. Nous avons également maintenant une question de Madame Aïssatou Diallo, qui est la directrice de Move Money au Bénin. Elle demande, la question est adressée à M. Akwe-Papo, que pensez-vous de la taxation des transactions mobiles par les États? Est-ce un sujet qui est discuté au niveau de l'UEMOA? Et elle demande également si vous ne pensez pas que si cette question n'est pas bien pensée, elle risque d'entraver l'objectif de l'inclusion financière et la pérennité de l'activité pour les acteurs. Monsieur Akwe-Papo. Merci. Personnellement, je vais vous dire ceci. Je suis contre la taxation de la monnaie mobile. Et si j'ai les moyens, je l'arrêterai. Mais je vais vous dire ceci. Pourquoi? Je vais dire pourquoi. On taxe les plus pauvres. Parce que la monnaie mobile, ce n'est pas les gens qui ont les moyens. Les gens qui ont les moyens, ils ont une carte bleue. Donc, la monnaie mobile, c'est pour la pauvre. Alors, l'exemple que je donne, la pauvre dame dit à quelqu'un, excusez-moi, on doit opérer mon enfant, donne-moi 15 000. Et on lui envoie 15 000. Elle est obligée de marcher. Voilà. Et elle va là-bas, on la taxe, on enlève 1 000 francs. Mais on ne peut plus opérer son enfant. Moi, c'est la question là. Je suis fondamentalement contre. Mais je vais vous dire une chose. Elle vous fait une confidence. J'ai projeté les transactions de la monnaie mobile qui s'élèvent à des dizaines de milliards. Mais une personnalité me dit, mais si on mettait une taxe de 1%, vous imaginez combien on peut collecter? Je ne vous interromps pas, dans l'UEMOA, on parle de plus de 40 000 milliards. C'est ce que je dis, j'ai dit des dizaines. Plus de 40 000 milliards. Voilà, 40 000 milliards. Je dis, voilà, le monsieur dit, mais si je taxe 1%, donc vous voyez combien je ramasse? Mais attends, lui, il veut ramasser 4 000 milliards. Ce ne sont que les transactions. Vous comprenez? Donc, ça pose un problème. Moi, je suis contre. Farouchement contre. Et je peux vous dire, on a des tentatives. J'ai fait, comment vous appelez ça, une revue de presse là-dessus. Et ça a créé beaucoup de problèmes dans certains pays. Par exemple, au Ouganda, les députés ont refusé. Ils ont été convoqués à la présidence, bien sermonnés, retournés là-bas, voter, ils ont voté. La Côte d'Ivoire a tenté, mais ça n'a pas pris. Je ne sais pas si au dernier moment, ils l'ont fait ou pas. Toujours est-il que la tentation est grande parce qu'on voit les chiffres passer. C'est de la même manière qu'on taxe les opérateurs. Parce que dans le web, quelqu'un dit oui, on crie que ça coûte cher. Mais la personne qui crie que ça coûte cher, là, l'opérateur en Côte d'Ivoire a payé 100 milliards. La personne a payé 100 milliards pour avoir la licence. Ça ne comprend pas encore les investissements.
on le taxe sur son chiffre d'affaires, on prend X%. Au Burkina, on a pris 5%. Et au bout de 2 ans, on a trouvé que ça fait beaucoup d'argent. Maintenant, on dit que c'est 7%. Attends, si vous taxez les gens tout le temps, vous voulez qu'ils fassent quoi? Le numéro qu'un opérateur utilise, vous savez qu'il paye? Au Burkina, c'est 400 francs le numéro. 400 francs fois 10 millions, ça fait 4 milliards. Comment voulez-vous, vous prenez 4 milliards chez un opérateur, vous voulez qu'il fasse des prix plus bas? Non, je pense qu'il faut que nous puissions, c'est encore l'un des défis, la fiscalisation dans le secteur du numérique. C'est un gros défi. Comment y arriver? Voilà. Mais pour la petite histoire, sachez que quand moi je fais des choses, je demande qu'on prenne des décisions, ce sont les ministres de l'économie et des finances qui disent on va le faire. Hein? On ne se... Excusez-moi, mais il faut être japonais pour se faire harakiri, quoi. Merci. On a bien compris, M. Akwepako. Je vais poser la question suivante au docteur Agwedinoukou. C'est une question de Neyer Nemi qui demande comment adapter la transformation digitale aux aspects culturels de l'Afrique. C'est une très belle question. C'est une très belle question. Dans un de mes articles, je disais que nous utilisons très souvent les théories. On me dit que la science est universelle. Hein, voilà. Et donc, je disais, la science est universelle, ça, certes. Par contre, les réalités demeurent locales. Et très souvent, nous utilisons des théories qui ne sont pas les nôtres et nous voulons les appliquer à la culture africaine. Et ce n'est pas possible. Comment il faut adapter aujourd'hui la transformation digitale à la culture africaine, si tant est qu'on a même une culture africaine, parce qu'on n'a pas une seule culture africaine, d'accord? On a des cultures africaines. Donc, qu'on aille au Burkina, au Niger, ou au Ghana, ou au Bénin et au Togo, je donne souvent le cas du Bénin et au Togo. Pour moi, c'est un pays qui a été divisé en deux. Mais même dans ce pays qui a été divisé en deux, il y a des cultures qui diffèrent. Donc, je pense que c'est à nous, on va dire, universitaires, responsables, hein, de réfléchir à d'abord comprendre notre culture, parce que nous ne comprenons pas tous notre culture. Et il faudrait qu'on comprenne nos cultures et derrière qu'on puisse élaborer des procédures, des plans qui soient en lien ou qui puissent permettre aux populations d'adhérer. Quand je prends le cas du Bénin, par exemple, on dit de faire on va dire, de la dématérialisation. Hein. Et donc, on produit des documents aujourd'hui. Vous pouvez produire votre acte de naissance directement par un site qu'a mis en place le gouvernement. Vous pouvez produire votre IFU, et ainsi de suite. Mais derrière, il faudrait qu'on fasse de la sensibilisation derrière. Parce que chez nous, tout ce qu'on propose et qui est nouveau est vu comme du flicage, hein, est vu comme un moyen de contrôler la population. Donc, je crois que d'abord, il faudrait sensibiliser sur le fait que l'État, le gouvernement, les institutions ne sont pas là pour nous brimer, mais au contraire pour faciliter notre vie au quotidien. Si on arrive déjà à procéder de la sorte et à sensibiliser la population à ces idées, derrière, on pourra mettre en place, effectivement, hein, de la révolution numérique, on pourra mettre en place des transformations, de la digitalisation et que les populations vont totalement épouser. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire que c'est une question de sensibilisation. C'est pour ça que je parlais d'alphabétisation, on va dire, digitale, hein, et financière. Et cette alphabétisation doit partir directement du primaire. Parce qu'il faut donner la chance aux gens qui ne vont pas
hein, ou qui vont s'arrêter en cours de chemin parce que tout le monde n'accédera pas, hein, à l'université, tout le monde n'aura pas son bac, mais au moins, tout le monde va finir son primaire et quand il finira le primaire, il aura déjà un bagage qui est plus ou moins acceptable pour comprendre les enjeux, hein, de la transformation digitale ou du fait d'être acteur de cette transformation. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas si Non, je pense que ça répond à la question voilà. de notre participant, donc, qui souhaitait savoir comment adapter la transformation digitale aux aspects culturels de l'Afrique. J'avais bien deviné dans votre question que vous avez bien compris, l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent, et même à travers les pays, les cultures parfois peuvent être assez différentes, mais il y a quand même matière à réfléchir sur la manière de pouvoir adapter cette transformation digitale à nos différentes cultures. Et vous avez très bien répondu à la question. Nous avons une question, bon, malheureusement, d'un participant qui a souhaité rester anonyme. La question, elle est adressée à M. Akwepapo. Il souhaiterait savoir ce qui est fait par nos États pour intégrer l'économie numérique dans les enseignements à l'université et même au collège pour que les étudiants, après leurs études, pensent à la création d'emplois dans le numérique ou à exercer dans ce domaine. Merci beaucoup. Je pense que je ne suis pas très à l'aise pour répondre à la question, il faut dire la vérité. Mais je vais donner mon point de vue personnel. Et mon point de vue personnel est que même si on fait quelque chose, je trouve que c'est insuffisant. C'est insuffisant en ce sens que quoi? Moi, ici, en tant qu'individu, je pense. Je donne un exemple, on doit créer un baccalauréat numérique. Je définis un peu ce que j'entends par le baccalauréat numérique. Nous prenons les enfants au BEPC, ceux qui ont de très bonnes notes en mathématiques et en anglais, et puis en français, accessoirement. Mais et pendant 3 ans, ils font 60% en entreprise, 40% en théorie. Et tous les jours, ils font de la mathématique, de l'informatique et de l'anglais. Et donc, et au niveau du baccalauréat, on a défini un certain nombre de compétences qu'ils doivent avoir. Par exemple, mettre en ligne des équipements, définir un moyen de paiement, mettre en ligne un moyen de paiement, définir les trucs de sécurité minimum, et voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, cela pose le problème. Si nous voulons aller réellement vers là, parce que, je m'excuse, la pâtisserie, là, elle a besoin d'un site web, de commander en ligne et qu'on livre. Le Covid nous montre qu'à un moment donné, on va vous dire de rester à la maison, mais il faut qu'on vous mange, donc vous commandez en ligne. Donc, je pense qu'à mon humble avis, ce que les États font sont insuffisants. On va se dire, les gens penseront ce qu'ils pensent, mais je trouve que c'est insuffisant. Et maintenant, si on définit le baccalauréat numérique, si la personne veut commander, veut continuer, il peut faire une licence. Par exemple, en réseau, quelque chose, un master en intelligence artificielle. Jusqu'à présent, on n'enseigne pas encore l'intelligence artificielle dans nos écoles. Et on peut trouver des écoles, des partenariats et le faire. Donc voilà un peu, je trouve que c'est insuffisant à mon avis. Merci. Et je crois que nous, Digital Frontier Institute, nous sommes là justement pour combler ce déficit. Je ne fais pas de la publicité, mais c'est quand même vrai aujourd'hui que quand on prend l'espace UMOA, il y a une sorte de faiblesse de l'offre de formation sur vraiment toutes ces technologies numériques. On observera par exemple quand même un cas particulier quand vous prenez le Bénin avec le développement de CMS-City. Il y a quand même pas mal d'offres. On travaille beaucoup sur des offres de formation sur le digital, l'intelligence artificielle, le cloud computing. Il y a quand même pas mal de choses qui sont proposées dans en fait, dans si je pourrais appeler cette technopole en devenir. Mais il faut quand même reconnaître que généralement, nos universités proposent peu de formation dans ce champ et c'est un défi également à adresser. Donc, je vais peut-être poser la dernière question de nos participants, parce que là, je crois que dans 5 minutes, nous devons avoir fini.
C'est une question de M. Théophile Sossou que je vais adresser aux panélistes qui souhaiteraient y répondre. C'est aujourd'hui, quels sont les défis et les opportunités pour le secteur bancaire en Afrique lorsqu'on parle d'inclusion financière? Je prends rapidement la parole. Je crois que peut-être que je vais me permettre de rajouter quelque chose à cette question, puisqu'aujourd'hui on parle d'économie numérique. C'est peut-être quelles opportunités le secteur bancaire pourrait tirer en fait de cette économie numérique et comment ce secteur bancaire pourrait participer à l'inclusion financière via cette économie numérique. Je me permets un peu d'orienter la question pour la ramener au débat du jour. Merci. Alors, très clairement, la voici. Les banques sont face à leur destin. Et leur destin, pourquoi? Parce qu'ils ont l'obligation d'offrir le service à tout le monde, quel que soit votre pouvoir d'achat. Nous avons vu qu'au Togo, on offre des services d'assurance par la monnaie mobile aux conducteurs de taxi moto et qui payent par semaine ou par jour. Leur problème, c'est de se transformer et de se dire, eh bien, attends, même si c'est le marché des pauvres multiplié par 8 ne devient plus un marché de pauvres, ça fait un marché de riches. Ou bien de moyens riches, si vous êtes là. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, j'aime les histoires. Au jour d'aujourd'hui, il y a une banque qui offre un service. C'est-à-dire, vous allez sur la banque, vous pouvez envoyer l'argent sur votre monnaie mobile. Mais cette banque, elle est sur 8 pays. Mais pourquoi vous ne le faites pas sur 8 pays? Mon agence de Ouagadougou prend 100 000 qui veut mettre sur la monnaie mobile de Bissau. Je suis présent à Bissau, je fais le transfert en interne et la filiale de Bissau envoie sur la monnaie mobile de l'autre côté. Je pense que c'est quelque chose d'important. Les banques ont compris, ils ont commencé à développer des solutions un peu envers les populations qui ont moins de moyens. Mais je pense qu'un certain nombre de choses, voilà. Comment on peut faire des microcrédits, comment on peut faire des services d'assurance, comment on peut faire des services de tontine, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est un défi. Ils vont se transformer pour y aller, sinon ils perdront une bonne partie de la clientèle. Je vous remercie. Merci, M. Akpepapou. Merci, Dr. Abridimoukou. Nous arrivons au terme de cette discussion. Je vous en prie, allez-y. Nous avons peut-être. Voilà. Je crois que pour les banques, il y a ce qu'on appelle l'open banking. D'accord? C'est le fait de pouvoir travailler avec ou d'ouvrir les portes, on va dire, de la banque aux fintech et aux opérateurs de téléphonie mobile. C'est de mes sujets de prédilection, j'ai travaillé là-dessus. Je vais être totalement, on va dire, je ne vais pas vous choquer, mais je pense que les banques chez nous ne jouent pas leur rôle. D'accord? Ne jouent pas leur rôle. Elles ne jouent pas leur rôle parce que elles sont dans l'attentisme et puis elles sont… Alors, j'ai un banquier qui m'a dit un jour, oui, mais vous imaginez le coût de revient quand on doit installer une banque à Tchoumi-Tchoumi ou dans les régions reculées, le coût de revient, c'est pas possible. Donc, on préfère ne pas s'engager là-bas, avoir des agences dans les villes ou dans des grandes agglomérations plutôt que… Bon, soit, je l'entends. Mais toujours est-il qu'on peut travailler avec les fintech. On peut… moi, j'ai une banque aujourd'hui en France, par exemple. Ça fait plus de, on va dire, 6 ans que je n'ai plus jamais vu mon conseiller. Et pourtant, je fais des opérations. Donc, ça, c'est des aspects sur lesquels nos banques doivent travailler. Hein, je discutais la dernière fois avec M. Lokossi. Je disais, et il mettait l'accent sur un point. On a par exemple la Société Générale ici au Bénin, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Mais ils n'arrivent pas à reproduire ce qu'ils font en Europe, dans nos pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale a à réfléchir sur des réglementations pour permettre à ces banques-là de pouvoir interagir avec la population. Je parlais d'interopérabilité, mais l'interopérabilité, ça touche aussi les banques.
ce que dit M. Akwe, oui, je suis à Malabo, mais j'ai ma banque qui est présente à Malabo. J'ai mon mobile money, mais je ne peux pas faire d'opération parce que j'ai ouvert mon compte au Burkina. Ce n'est pas possible. On parle de la même banque. Vous voyez? Donc, c'est sur ces aspects-là, la Banque centrale doit travailler sur des réglementations claires et flexibles. Donc, on va dire, il faut se rapprocher un peu de ce que fait, comment l'open banking est mis en place dans les autres pays pour pouvoir, même si on ne veut pas reproduire, mais l'adapter à nos réalités. Ce sont les opportunités. Et puis, la banque aussi doit être proactive, c'est-à-dire que participer, quand je vais parler d'éducation financière, les banques peuvent aussi s'associer à des fintechs dans l'éducation pour former les populations, hein, se porter vers les populations pauvres et les sensibiliser pour dire que dans le cadre d'ouvrir un compte, leur montrer l'utilité d'avoir un compte, et ainsi de suite. Donc, ce sont des actions qui peuvent ou qu'elles peuvent poser. Il y en a plein d'autres. Bon, nous allons peut-être en parler une autre fois dans un autre webinaire si c'est possible. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Lokossi. Ce sera un véritable plaisir, docteur Aguilimoukou. Et je crois que sur ce webinaire, en tant qu'ancien banquier, je serai panéliste parce qu'il y a beaucoup de choses. En tant qu'ancien banquier, j'aurai beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de choses quand même sur lesquelles, voilà, il va falloir nécessairement agir pour que les banques, en fait, puissent vraiment saisir les opportunités du digital. Parce que je crois que, bon, quelqu'un a dit que l'homme africain n'a pas suffisamment mis pied, comment il disait? Il n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Il n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. J'ai l'impression que peut-être nos banques ne sont pas suffisamment entrées dans le vent de la digitalisation. Ouais, voilà, je peux le reconnaître en tant qu'ancien banquier, mais je crois qu'il y a en fait derrière ça, à mon avis, ce n'est pas nécessairement un manque de volonté, mais il y a des contraintes. Et il y a des contraintes profondes qui ne peuvent pas lever toutes seules les banques. Ça je crois que c'est important de le comprendre. Mais je reviens dans ma peau de modérateur de ce webinaire. On en parlera au cours d'une autre discussion. Donc, sur ce, j'aimerais remercier nos très chers participants, le docteur Aguilimoukou et le directeur de l'économie numérique de la commission de l'UMOA, Monsieur Akwe Papo. Je vous remercie très sincèrement d'avoir accepté cette invitation de Digital Frontier Institute, d'avoir accepté nous entretenir aujourd'hui sur les opportunités que l'économie numérique peut offrir pour l'inclusion financière en Afrique. Je remercie également nos très chers participants qui sont restés avec nous tout au long de cette discussion. Je voudrais vous donner rendez-vous d'ici un mois pour un prochain webinaire de Digital Frontier Institute. Sur ce, je vous dis encore une fois merci et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci. Et merci à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Akwe Papo, pour vos éclairages. Merci. On a beaucoup appris aujourd'hui. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci au panel. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.